Donc, je vous remercie les organisateurs du GDR Ronde pour cette invitation. Et donc, aujourd'hui, je vais parler de clocking thermique actif et de mimicking. Donc, je m'excuse pour mon franglish. Donc, clocking, invisibilité et mimicking, en fait, on essaie d'imiter la signature thermique d'un obstacle ou d'une source. Et donc, ce travail est en collaboration avec Trent Di Giovanni et Fernando Guevara Vasquez de l'Université de l'Utah et Sébastien Guénaud, ancien membre de Fresnel et qui est maintenant dans l'unité mixte de Moivre entre le CNRS et l'Imperial College à Londres. Donc, cet exposé va être divisé en 3 parties. D'abord, je vais introduire et motiver ce problème. Après, je vais parler de problèmes de reconstruction intérieure et extérieure pour l'équation de la chaleur. Et donc, ça va utiliser des formules de potentiel. Et on va utiliser ces formules de potentiel pour faire du clocking ou du mimicking. Voilà, donc je m'excuse tout d'abord parce que je parle au GDR d'un problème de diffusion, mais je vais essayer de motiver en fait le fait que je parle d'un problème de diffusion. C'est-à-dire que le clocking est quelque chose qui est né dans les ondes et dans l'électromagnétisme et l'optique tout d'abord, et qui s'est propagé à d'autres domaines, comme les phénomènes diffusifs. Et donc je dois commencer par un état de l'art très incomplet de la littérature sur le clocking, et je m'excuse par avance si je n'ai pas cité certains ouvrages. Donc, le clocking, ça a pour but, en fait, on a un observateur qui va envoyer une onde et on va utiliser une cape d'invisibilité ou cloak pour, en fait, dissimuler un obstacle à l'intérieur de ces capes. Et cette cape va dévier les ondes lumineuses, ici, si bien qu'en fait, on crée un milieu équivalent où la cape et l'obstacle plus le milieu extérieur sont équivalents au milieu si on n'avait pas d'obstacle. Et ce milieu équivalent, en fait, on ne crée pas de réflexion et on transmet parfaitement les ondes. Et ce milieu équivalent, on peut l'obtenir par transformation optique. C'était les premiers articles sur le clocking. Et donc là, c'est l'article de Pendry. Cette figure est issue de l'article de Pendry, de Shurish and Smith. Ou alors, on peut. On crée par changement de variable des milieux équivalents qui sont très anisotropes et dispersifs, qui vont en fait dévier ces rayons lumineux. Et c'est le milieu passif en fait qui va dévier les rayons lumineux. Il y a d'autres types de clocking qui sont aussi basés sur des milieux passifs, mais on utilise le fait qu'on a des matériaux à indice négatif, comme les anomalous resonance, introduites par Graham Milton, McFerran et leurs collaborateurs, où là, en fait, on a une cloque qui se rapproche de l'indice -1 et qui permet en fait de rendre invisibles des obstacles qui ne sont pas nécessairement dans la cloque. Et c'est aussi le cas des complémentaires immédiats. Après, donc, le clocking passif s'est propagé à d'autres équations des ondes, comme l'acoustique, ici avec Sébastien Guénaud, Stéphane Enoch et leurs collaborateurs, Richard Craster, Sébastien Guénaud. On a d'autres méthodes d'invisibilité qui sont un peu différentes ici, avec ce papier d'Anne-Sophie, Lucas, Vincent et Sergei Nazarov, où on fait de l'invisibilité dans les guides, on rend invisible à un mode propagatif un obstacle. Et donc, c'est de l'invisibilité en champ intoin parce qu'on ne traite que les modes propagatifs, on ne traite pas la partie évanescente du champ. Et c'est très intéressant parce qu'on ne touche que les propriétés géométriques du guide. On va modifier les parois du guide pour rendre invisible un obstacle. Par contre, cette modification de la paroi géométrique, elle est dépendante de l'obstacle. Et après, donc, le clocking s'est propagé à des méthodes, à l'équation des ondes élastiques, puis aussi aux équations des ondes sismiques, avec une très jolie idée de Sébastien Guénaud, Stéphane Enoch et leurs collaborateurs. C'est comme on l'a montré Guillaume, c'est de protéger en fait des bâtiments avec des cloques sismiques, en fait pour dévier les ondes sismiques dans un séisme. Donc après, le clocking s'est propagé à d'autres équations, d'autres phénomènes diffusifs. C'est propagé au phénomène diffusif pour l'équation de la chaleur, ici, dans ce papier, ou pour l'équation de Fick, qui gère la diffusion d'un processus chimique. Mais donc maintenant, je vais citer les désavantages du clocking passif. C'est l'avantage que c'est passif, c'est qu'on ne considère que les propriétés physiques du milieu, on ne fournit pas d'énergie, on ne considère que les propriétés physiques du milieu pour rendre invisible. Mais pour les phénomènes de propagation d'ondes, la causalité, si on utilise les mesures physiques, la causalité de la passivité, le fait qu'on ne peut pas se propager plus vite que la vitesse de la lumière, ça va imposer en fait des limites fondamentales au clocking sur une bande de fréquence. Donc, si on arrive à cloquer à une fréquence, en fait, on est très limité sur une bande de fréquence. Ce type de limitation, pour moi, à mon avis, est moins pertinente pour l'équation de la chaleur parce qu'on a une vitesse de propagation infinie. Par contre, que ce soit l'équation de la chaleur ou l'équation des ondes, pour générer ce clocking, on a besoin de milieux très anisotropes ou de milieux très particuliers avec -1. On approche un indice optique de -1, donc ils sont très difficiles à construire physiquement. Et dans le cas de l'équation de la chaleur, par exemple, Sébastien Guénaud a montré dans cet article que pour générer le matériau thermique anisotrope qui est nécessaire pour fabriquer sa cloque, il avait besoin de 10 000 couches de matériaux isotropiques par homogénéisation pour simuler en fait ces propriétés anisotropiques. Donc, ce sont des matériaux qui sont très difficiles à construire physiquement et on peut s'affranchir en fait de ces deux désavantages
en utilisant du clocking actif. Par contre, le point des avantages du clocking actif, c'est qu'on fournit de l'énergie au milieu, à la cloque. Elle est plus passive. Et donc ici, dans ce sujet, dans ce talk, on va parler du clocking actif qui est plus directement lié à des méthodes basées sur des fonctions, sur les identités de Green, qui ont été introduites par Miller en 2006 et qui ont été étudiées dans le domaine fréquentiel en quasi-statique pour l'équation d'Helmholtz par Fernando Guevara-Vázquez, Graham Milton et Daniel Onofre dans ses articles, puis générées aux équations d'onde élastiques. Et c'est ici pour la première fois qu'on va appliquer ce type de méthode de façon poussée directement en temps, en régime transitoire, et pour l'équation de la chaleur. Donc on va pouvoir cloquer en fait des choses qui varient très vite en temps, et donc des régimes transitoires. Et donc, voilà, donc j'arrive à l'équation de la chaleur. Donc voilà, l'équation de la chaleur est sa solution fondamentale. Donc ici, on considère l'équation de la chaleur d'un milieu homogène, où U, c'est le champ de température, K, c'est le coefficient de diffusion, H, c'est une source, avec une condition initiale U0. Et si on prend H, qui est un Dirac, ici, on a la solution fondamentale de l'équation de la chaleur qui est donnée par la fonction de Green, ici G, qui a T fixé. Quand on fixe le temps, c'est une gaussienne. On voit qu'elle est radiale par rapport à X. Et une propriété très sympathique de l'équation de la chaleur qu'on n'a pas pour l'équation des ondes, c'est que cette équation de la chaleur, elle est C infini partout, sauf au niveau de sa singularité en 0, 0. Et ça, en fait, c'est des propriétés qu'on a pour les équations elliptiques ou paraboliques. C'est que si on a la fonction de Green qui est singulière sauf en un point, ça va nous générer de la régularité intérieure. C'est-à-dire que la solution, si j'ai une solution qui est homogène de l'équation de la chaleur, au sens des distributions dans un ouvert, elle va être C infini. Donc c'est vrai a fortiori pour la fonction de Green, en dehors de la singularité, mais en fait c'est équivalent. Si la fonction de Green satisfait ça, on a cette propriété. Donc maintenant, j'en arrive au clocking thermique. Au premier de clocking thermique, il génère une source. L'observateur va générer une source, avec donc un champ incident avec une source, ici avec un Dirac. On voit qu'on a des belles isothermes circulaires qui sont dus à la fonction de Green radiale. Et en présence d'un obstacle, ici c'est un obstacle avec condition de Dirichlet, ces isothermes vont être déformés et l'observateur va pouvoir voir en fait que l'objet est là par la déformation de ces isothermes. Et nous, avec le but du clocking, c'est d'éviter cette déformation. Et donc, je vais expliquer un peu comment on va modéliser cela. Donc, on va utiliser notre dispositif physique, ça va être une cape active qui va entourer l'obstacle, qui est formée de petits éléments qu'on appelle les éléments de Peltier. C'est donc des pompes à chaleur qui sont capables de fournir de l'énergie, et c'est à la fois de fournir de l'énergie au milieu ou d'en enlever, et de créer un flux ou d'en enlever dans le milieu. Donc, c'est à la fois un monopôle et un dipôle. Donc, on contrôle ces petits éléments-là. Et si on assume que la surface, par approximation, elle est continue, ça revient à contrôler en fait une distribution de dipôle, donc une condition de Dirichlet sur la frontière, ou une distribution de monopôle de Neumann sur la frontière, avec des potentiels de simple couche et de double couche. Et on voit déjà arriver les équations intégrales ici, les formules de potentiel. J'en arrive donc à la deuxième partie de ce talk, qui est donc les formules de représentation intérieure et extérieure pour l'équation de la chaleur, avec des potentiels. Et donc, on a un problème de reproduction. On se considère un domaine borné oméga à frontière lipschitzienne. Et le problème de reproduction intérieure, c'est qu'on considère une solution homogène de l'équation de la chaleur ici, dans ce domaine. Et on va essayer de la reproduire à l'intérieur du domaine par formule de représentation intégrale. On va créer une solution qui vaut U de xt, qui est notre solution dans le domaine oméga, et qui vaut 0 à l'extérieur. Même problème pour le problème de reproduction extérieure. Ici, on a une solution V, donc V pour extérieur et U pour intérieur. V donc, de l'équation de la chaleur dans ce domaine jaune ici, et on va essayer de la reconstruire par formule de représentation intégrale en mettant 0 dans oméga, on ne perturbe pas ce qu'il y a dans oméga, et on crée la solution V dans oméga bar. Donc ces formules de représentation intégrale pour la chaleur, c'est des choses assez classiques. Ça a été développé dans les espaces CK par Pina, Fernandez et Kress. Et puis après, plus tardivement, dans les années 90, en fait, elles ont été développées pour les espaces, avec des espaces de Sobolev anisotropiques. Anisotropiques dans le sens où on ne demande pas la même régularité Sobolev en temps, en espace, parce que dans l'équation de la chaleur, on ne dérive qu'une fois en temps. Ici, donc, c'est pareil, on va l'impliquer à des régularités CK, et on voit qu'on suppose qu'on a une solution qui est assez régulière, qui est donc C de 1, ça veut dire qu'elle est C1 sur tout le domaine, et que par contre, c'est dérivée spatiale, on a aussi une régularité plus forte en espace, parce qu'on dérive 2 fois. Les dérivées spatiales sont bien définies dans l'ouvert. Les dérivées spatiales d'ordre 2 sont bien définies dans l'ouvert et sont continues. Si on prend une telle solution de l'équation de la chaleur, on peut la représenter par formule de potentiel, ici avec une première partie qui est sur la surface dω qui fait intervenir la trace de Neumann et la trace de Dirichlet contre notre fonction de Green et sa dérivée de Neumann.
et puis une partie qui est due à la condition initiale, en fait, qui est un terme volumique. Donc, je vais vraiment aller très rapidement parce que sur l'idée de la preuve de c'est quelque chose de classique, mais l'idée de la preuve de cette formule de potentiel, pour les gens qui ne connaissent pas, en fait, c'est l'équation on a une solution U qui satisfait l'équation de la chaleur dans oméga, et puis on va avoir deux cas. Soit on considère un point qui est à l'extérieur de oméga, et on veut construire quelque chose qui vaut 0 à l'extérieur de oméga et U à l'intérieur de oméga. Donc, si le point est à l'extérieur de oméga, eh ben, je définis cette fonction W qui est ni plus ni moins que ma fonction de Green que j'ai un peu retournée temporellement. C'est l'équation adjointe. Et cette fonction de Green va satisfaire l'équation adjointe de l'équation de la chaleur parce qu'on a changé S en moins S, donc on a un plus ici. Et puis on a notre solution qui satisfait l'équation de la chaleur, U. Et comme X n'appartient pas au domaine et que Y est dans le domaine, on n'est jamais sur les singularités de la fonction de Green, donc on satisfait bien cette équation ici dans le domaine. Et puis W de YT à l'instant W de YT vaut 0 à l'instant initial. À l'instant T, je veux dire. Et donc, pour prouver cette équation de potentiel, il suffit d'intégrer en fait cette formule-là, on la multiplie par W, cette formule-là par U, on intègre sur oméga et sur 0T, on obtient 0. Et il suffit de faire après une formule de Green en espace sur ces deux termes. Donc, ça va nous donner ces termes de bord, en fait. Et puis, une intégration par partie en temps, ici, qui vont nous donner une intervalle volumique à S égale T, mais elle vaut 0 à cause de cette propriété de W, de cette fonction. Et un terme à la condition initiale, ici. Et bien, si on fait ça, on obtient directement ça, que ces trois termes valent 0, et c'est bien notre U oméga. Maintenant, si on prend un point xt qui est dans le domaine, on ne peut plus faire exactement la même chose, parce que maintenant, notre fonction de W, elle est singulière en x égale y, parce que y est dans le domaine et x est dans le domaine. Et pour S qui vaut t, on est sur la singularité de la fonction de Green. Et dans ce cas-là, on applique le même raisonnement, mais sur oméga, 0t moins epsilon, pareil. On fait les mêmes intégrations par partie, on a la même truc, on a la même chose, sauf que maintenant, notre fonction W ne vaut pas 0 à l'instant t, moins epsilon. Et donc, on obtient par intégration par partie et par formule de Green, intégration par partie en temps et par formule de Green, on obtient cette formule. Et quand on passe à la limite, eh ben, ce terme-là, c'est des quantités qui sont continues, puisque W est continu sur la surface, puisque X ne rencontre jamais Y quand on est sur d oméga, parce que X est à l'intérieur du domaine. Ça, c'est continu, donc ça converge vers cette équation. Ce terme-là ne dépend pas de epsilon, et c'est ce terme-là, par contre, qui est singulier quand X vaut Y. Quand on passe à la limite, et je n'ai pas le temps, par contre, de faire la preuve, c'est qu'on peut faire un développement de Taylor, et par utilisant les propriétés de la fonction de Green, on peut montrer que ce terme-là converge vers U de xt. Donc, on a notre représentation intégrale de U oméga. Et donc, pour le reste du talk, on va supposer en fait que mon milieu était à l'équilibre au départ, donc j'ai une condition initiale qui est harmonique, parce que c'est un terme de milieu, la condition initiale. C'est très différent de la condition initiale parce que c'est un terme, on a un terme volumique ici, et on va supposer que notre condition initiale est harmonique. Et si elle est harmonique, on peut la représenter par formule de potentiel, mais ça implique des potentiels qui ne sont pas des fonctions gaussiennes, pas notre fonction de Green, en fonction du temps. Et donc, mathématiquement, on peut le faire. Mais au niveau physique, c'est plus compliqué. Par contre, cette condition initiale, si on suppose qu'elle est harmonique et qu'on la connaît, parce que c'est un terme de milieu, elle n'est pas due à l'observateur, c'est vraiment un terme qui est dû au milieu à l'état initial, qu'on la connaît, on peut la retrancher si elle est harmonique de la condition de notre solution U pour obtenir une solution de l'équation de la chaleur avec condition initiale nulle. Et à partir de maintenant, on va supposer que la condition initiale est nulle et on va représenter en fait notre fonction U oméga par on n'aura pas ce terme volumique en oméga, par un potentiel de simple couche, ici, qui est donné par où psi est la donnée de Neumann, et par un potentiel de double couche, aussi, c'est nos monopôles, c'est la donnée de Dirichlet. Donc la donnée Neumann, c'est la distribution de dipôles, la donnée de Dirichlet, la donnée de Neumann, distribution de monopôles, pardon, et la donnée de Dirichlet, distribution de dipôles. Voilà. Et maintenant, ce qui est très intéressant avec cette équation de la chaleur, en fait, c'est de faire des formules intégrales avec l'équation de la chaleur. Ce qu'on n'a pas pour l'équation des ondes, c'est qu'on a un principe du maximum. On représente des solutions avec des termes de bord, et donc on a une certaine forme de stabilité. C'est-à-dire que si je prends des solutions qui sont continues et qui satisfont l'équation de la chaleur au centre des distributions, eh ben, je sais que si je prends deux solutions et que je regarde leur différence, eh ben, le maximum, et que je regarde sur ce cylindre où j'ai oméga et puis j'ai le temps qui varie de 0 à grand T ici, eh ben, je sais que le maximum de la différence, il va être atteint soit au temps initial, soit sur le bord. C'est ce qui exprime cette inégalité. Et en plus, si la condition initiale est harmonique, comme dans le cas quand on a une condition nulle, eh ben, on sait qu'en fait, le terme, en appliquant le principe du maximum à la condition initiale pour l'équation de Laplace, qui satisfait aussi un principe du maximum,
on peut prouver que le maximum est atteint que sur le bleu, le bord, en fait, ici en bleu. Donc, et en plus, ce qui est très intéressant, je n'ai pas le temps d'en parler, mais si on a un point intérieur où le maximum était atteint, et bien ça voudrait dire que la solution est constante pour les temps antérieurs à ce temps-là. Donc, c'est très particulier le cas où on a des maximums qui sont atteints à l'intérieur. En fait, le maximum est très souvent atteint uniquement sur le bord. Et bien ça, c'est très intéressant parce que si ça veut dire que si j'ai deux solutions et que je les représente, deux solutions de l'équation de la chaleur, c'est une sorte de stabilité parce qu'on suppose que les deux solutions sont solutions de la chaleur. Et ben, si je fais une erreur sur la trace de Dirichlet dans ma représentation intégrale, je vais la contrôler. Cette erreur va contrôler en fait l'erreur que je commets à l'intérieur. Et on va l'appliquer aussi en fait sur notre méthode numérique parce que le U numérique qu'on va construire pour la formule de reproduction, il va satisfaire l'équation de la chaleur. Et donc, quand on va le comparer à la solution exacte, qui satisfait aussi l'équation de la chaleur, on va avoir une stabilité numérique avec ce principe du maximum. J'avais prévu de faire la preuve du principe du maximum, mais je pense que je n'aurai pas le temps, donc je saute ce slide. Et j'en arrive à la représentation numérique de mon champ. Donc, j'ai un champ U qui est émis depuis cette source et que je vais représenter ici à t égale 0,2. Et puis, j'ai essayé de le représenter par ma formule de représentation intégrale. Donc, je crée, avec mes potentiels de simple couche, en utilisant U et du sur dn sur cette surface en rouge, je recrée ma solution U à l'intérieur de cette surface et je crée 0 à l'extérieur. Et bien, ce U oméga numérique, si on le compare au niveau de l'erreur au U oméga exact, comme ils satisfont tous les deux l'équation de la chaleur, on voit que l'erreur, en fait, elle va être au niveau des bords, parce qu'on a un principe de maximum à l'extérieur et à l'intérieur. Je vais parler qu'on a aussi un principe du maximum dans des domaines extérieurs. Et donc, quand on applique ce principe du maximum à l'extérieur ou à l'intérieur de la cape, on voit que de part et d'autre, on va avoir une erreur qui va s'accumuler sur le bord. Et c'est ce que je représente en traçant le maximum sur un cylindre entre 0,2 et 0,5, et on voit qu'on a la même figure. Ça veut dire en fait que le maximum, ici, était atteint au temps initial 0,2 sur le bord. Donc maintenant, on va passer à la formule de représentation extérieure. Et pour assurer cette formule de représentation extérieure, en fait, je vais assumer une condition de croissance sur mon champ. Je vais supposer que si j'ai que ma solution V de l'équation de la chaleur, elle va satisfaire cette borne ici. C'est un petit peu comme un Sommerfeld en condition de Sommerfeld en domaine fréquentiel pour l'équation acoustique. À la différence ici que ce n'est pas une condition de radiation, on est en temps, et que je suppose ici que j'ai une solution, je ne démontre pas de résultat d'unicité. Ici, je suppose que j'ai une solution V, et si elle satisfait cette condition ici, je vais pouvoir la reconstruire. Et cette condition de croissance, elle est très laxiste, en fait, parce que pour l'équation de la chaleur, la fonction de Green décroît comme une gaussienne. Et ça veut dire qu'en fait, on suppose que cette quantité ici cette quantité va croître au plus presque comme une gaussienne, avec un terme de croissance presque en x carré. En fait, on pourrait obtenir x carré, mais là, ça compliquerait la démonstration. Donc, on n'a pas cherché à être optimal, mais je pense que l'indice b égale 2 pourrait être obtenu sur un polynôme. Et cette condition en fait, de croissance, elle est satisfaite bien sûr par la fonction de Green et par une large classe de solutions de l'équation homogène de la chaleur, par la fonction de Green, par ses dérivées spatiales. Et en plus, c'est très proche en fait, d'une condition de croissance qu'on a besoin pour obtenir l'unicité du problème de Dirichlet dans un problème extérieur, à l'extérieur d'un domaine oméga pour l'équation de la chaleur. Et avec cette condition de croissance, si je suppose que j'ai une solution V qui a cette régularité de l'équation de la chaleur, homogène, avec condition initiale nulle, et je peux représenter ma solution par des potentiels de double couche et de simple couche. Et l'idée de la preuve, elle est très rapide. En fait, c'est d'appliquer, on suppose que 0 est à l'intérieur du domaine, et on va appliquer oméga, et on va appliquer en fait le principe de la formule de reproduction intérieure dans ce domaine jaune ici, où on a un terme qui est notre potentiel de simple couche et notre potentiel de double couche sur la frontière d oméga, et un terme sur la sphère de rayon R. Et quand la sphère, on va faire tendre ce rayon R vers l'infini, et ce terme va décroître vers 0. Grâce à notre condition à notre grosse condition. On peut montrer que ce terme décroît vers 0 quand R tend vers l'infini. Ce qui fait qu'en fait, V de oméga de xt va être représenté par cette formule. Donc, tout comme pour le domaine borné, on a un principe du maximum en domaine non borné pour l'équation de la chaleur. Par contre, on doit supposer une condition de croissance qui est très proche un peu de la condition que j'avais supposée précédemment, mais là qui est sur la fonction V. On suppose qu'elle ne peut pas croître plus qu'une gaussienne en espace, avec un A positif, pardon, c'est une gaussienne, c'est un exponentiellement croissant en x carré. Et si on ne satisfait pas cette condition de croissance pour ce A positif, il y a des contre-exemples de Tikhonov où on a, en fait, il montre qu'il n'y a pas unicité, c'est-à-dire qu'on peut construire des solutions de la chaleur avec conditions initiales nulles qui ne sont pas nulles, en fait. Et on n'a pas unicité de l'équation de la chaleur. Donc cette condition est vraiment nécessaire.
Et on peut prouver un principe du maximum si on a cette condition sur les fonctions V. Si on prend deux solutions V1 et V2 qui satisfont cette condition, eh ben on peut montrer que le maximum, quand on regarde le maximum maintenant, on est à l'extérieur du cylindre ici, eh ben il va être atteint soit au temps initial, ici en rouge, soit sur le bord. Et on peut montrer en fait que si en plus nos conditions initiales sont harmoniques, on appliquant un principe du maximum à l'équation de Laplace et qu'elle décroisse vers 0 à l'infini, et ben en fait ce principe de maximum il va être atteint ici que sur la zone bleue, que sur le bord du cylindre. Pas sur... Et s'il était atteint sur un point intérieur, et ben en fait on pourrait montrer aussi que c'est un cas pathologique parce que la solution serait constante pour des temps antérieurs. Donc ça n'arrive pas souvent. En tout cas, le maximum est atteint sur le bord. Et c'est ce qu'on va voir avec nos formules de représentation extérieure pour cette équation intégrale. Donc ici, on a un V qui satisfait, donc on émet un V depuis ce point source ici, donc il va satisfaire l'équation de la chaleur homogène à l'extérieur de notre cap, puisque le point source est à l'intérieur de notre cap. Et on va reconstruire avec nos formules de potentiel un V qui vaut 0 ici à l'intérieur, et puis qui vaut la solution à l'extérieur. C'est ce qu'on voit ici. Et encore, on peut étudier le principe du maximum entre ce V numérique et le V théorique, parce que les deux satisfont l'équation de la chaleur homogène à l'intérieur du cylindre, à l'intérieur de la cape et à l'extérieur de la cape, et on va voir que l'erreur s'accumule encore de part et d'autre de l'interface. Et encore, c'est ce qu'on a représenté ici en regardant ces deux graphiques, on voit que l'erreur était atteinte au temps initial 0,2 au bord de l'interface, en accord avec le principe du maximum. Maintenant, je vais utiliser ces formules de reproduction pour le clocking et le mimicking, et ces formules de potentiel pour le clocking et le mimicking. Il va y avoir 4 situations. Tout d'abord, on va essayer de cloquer une source. On a une source X1 ici, qui est dans notre clock de oméga. Elle émet un champ, c'est une source monopolaire, elle émet cette fonction de Green, U de xt. Et ce champ, en fait, U de xt, il satisfait, en dehors de la singularité, en X1 et à t égale 0, il satisfait en fait l'équation de la chaleur homogène. Donc, on va pouvoir le représenter par formule de représentation intégrale. Donc, si on assume qu'on connaît, c'est ça que notre méthode, on assume que sur cette surface active, on connaît U et du sur dn, eh ben, on peut générer ce UC de xt, qui est la cloque. La cloque, de façon active, va générer cette fonction UC de xt qui vaut 0 dans oméga et moins U à l'extérieur de oméga. Si bien que quand mon observateur il va envoyer le champ U, il va mesurer en fait U plus UC, et ce U plus UC, par définition, il vaut U de xt dans oméga et 0 à l'extérieur. Donc, il ne verra pas la source à l'extérieur de oméga. C'est ce qu'on voit ici avec ces simulations numériques. Donc, on a notre champ U qui est émis ici, à t égale 0, 2. On a utilisé U plus UC numérique. Si on simule cette fonction UC numériquement, eh ben on reconstruit quelque chose qui vaut U à l'intérieur. Et puis, à l'extérieur, on a 0. Donc, la source, on ne voit pas la signature thermique de la source à l'extérieur de oméga. Et on peut encore utiliser le principe du maximum pour voir en fait que l'erreur du clocking, le clocking n'est pas parfait parce qu'il y a des erreurs au niveau de notre numérique qui satisfait quand même des erreurs au niveau de l'interface, quand on part et d'autre de l'interface, de la surface des oméga, de la cloque. Maintenant, on peut utiliser ce principe pour mimiquer une source, en fait. Donc, on a notre source X1 et une autre source X2 qui sont à l'intérieur de la cloque. On utilise la source X1 émet un champ U1. Et nous, on veut qu'à l'extérieur de la cloque, nos sources X1, elles limitent la source X2. Et ben on va utiliser encore notre cloque active pour générer cette fonction U de CXT avec la cloque. Comme U1 et U2 satisfont les équations homogènes de la chaleur à l'extérieur de oméga, on peut générer 0 à l'intérieur. Et puis la fonction U2 moins X1 ici à l'extérieur de oméga. Et quand je fais U1 plus UC, et par définition, j'obtiens U1 à l'intérieur et U2 à l'extérieur. Donc, mon observateur à l'extérieur de oméga, il ne voit que j'ai dissimulé ma source de chaleur, il ne voit que le rayon, comme si la signature thermique de la source U2, X2. C'est ce qu'on va voir avec cette simulation numérique au temps t égale 0,2. Ici, on a la source U1 avec la source qui émet en X1, la source qui émet en X2. Ce X1 et X2 sont dans ma cloque et je vois qu'en générant U1 plus UC, j'imite la source U1 dans la cloque, mais ça, l'observateur ne le voit pas. Et à l'extérieur, par contre, j'ai une signature thermique qui est celle de la source U2. Maintenant, on va traiter le même. Maintenant, on va s'intéresser à des sources passives, à des objets. Et on va essayer de rendre invisible un objet. Pour cela, on va supposer qu'on a un objet avec une condition de Dirichlet qui est dans notre cloque. On aurait pu prendre d'autres conditions de Nemad, des objets pénétrables.
Donc, c'est-à-dire que le champ US, le champ diffracté US va satisfaire US égale moins UI sur le bord de l'obstacle et va satisfaire l'équation homogène de la chaleur en dehors de l'obstacle. Et on suppose qu'on a un observateur là qui émet une source depuis x1, qui émet cette fonction, qui émet donc cette source et qui va créer un champ incident monopolaire ici, UI, qui est défini par ça. Et nous, on va générer ce champ monopolaire. À l'intérieur de oméga, il satisfait l'équation de la chaleur homogène. Donc, si on suppose qu'on connaît les données UI du champ incident et DUI sur DN qu'on connaît sur la cloque, on peut générer par équation intégrale moins UI à l'intérieur, ici, et 0 à l'extérieur. Ce qui fait que mon UI plus UC avec ma cloque, il va valoir 0 dans oméga, et il va valoir UI à l'extérieur, ce qui fait que comme il vaut 0 dans oméga, si je regarde le champ maintenant, ça s'appelle le champ incident modifié, maintenant j'ai une condition où US ne vaut plus moins UI, mais US vaut moins UI plus UC, et donc vaut 0 sur le bord d'oméga. Et donc si j'ai un champ diffracté qui vaut, avec une condition de Dirichlet nulle, il vaut 0, donc je ne diffracte pas. Et donc je ne génère pas de chance de scattering field, ce qui fait qu'en fait ce champ incident UI plus IC, son champ total, le champ ne va pas générer de scattering field, et donc va être égal à peu près à son champ total. C'est ce qu'on va observer en fait sur ce film, où on émet ici, là on a le UI que notre observateur émet. Ici, on a le champ total en présence de l'obstacle. Et puis ici, on a le champ total, diffracté par UI plus le UC. Et on voit qu'en fait, notre cloque, elle ne diffracte pas. On voit que notre cloque, elle camoufle en fait l'obstacle qui ne diffracte pas. En fait, les isothermes ne sont pas modifiés. Bon, après, on peut appliquer le même principe pour faire du mimicking d'objets. En fait, on a des conditions ici de Dirichlet. On prend deux objets qui sont contenus dans la cloque qui satisfont des conditions de Dirichlet. On aurait pu prendre d'autres conditions. On a toujours notre observateur qui émet un champ incident depuis x1, UI. Et on va essayer d'imiter, on a notre cloque, elle contient en fait le cerf-volant, la kite, ici. Mais on va essayer d'imiter le scattering en fait d'une fleur. Et on utilise notre cloque pour générer, comme UI satisfait les conditions homogènes de la chaleur à l'intérieur d'oméga, on génère moins UI dans oméga. Et comme le champ diffracté de la fleur à l'extérieur d'oméga satisfait l'équation de la chaleur homogène, on peut construire US de la fleur. Et donc mon UI plus UC, il va valoir 0 à l'intérieur de oméga. Donc moi, kite, mon cerf-volant ne va pas diffracter. Et par contre, il va valoir UI plus US à l'extérieur de oméga. Et donc, on va simuler le champ total, en fait, qui serait émis depuis la fleur. Et donc, je vais appeler le scattering, le mimic scattered field, ça va être quelque chose qui vaut 0, en fait, puisqu'on n'a pas créé de champ incident dans oméga, qui vaut 0 dans oméga et qui vaut le champ de la fleur à l'extérieur. Et on va voir que c'est ça qu'on simule numériquement. Donc là, si je regarde le champ diffracté par US kite, par le cerf-volant à t égale 0,2, j'ai 7 cartes de champ. Si j'utilisais une fleur, en fait, j'aurais 7 cartes de champ là. Et je vois qu'en utilisant ma cloque pour avoir ce US mimique, je ne génère pas de champ diffracté à l'intérieur et je simule le champ diffracté en fait, de la fleur à l'extérieur, bien que j'ai l'obstacle, un cerf-volant. Voilà, donc pour conclure très rapidement, je m'excuse, j'ai dû dépasser le temps. Nous avons proposé en fait une méthode de clocking actif pour l'équation parabolique qui permet de cacher ou d'imiter la signature thermique d'obstacle ou de source. C'est actif dans le sens qu'elle dépend en fait d'une surface active qui est notre cloque, où on contrôle la distribution de monopôle et le dipôle pour émettre des solutions de l'équation de la chaleur homogène. Par contre, elle assume un milieu homogène isotropique pour le bulk, le milieu de propagation. Elle assume la connaissance en fait des champs qu'on veut reproduire sur cette surface active. Là, le DU sur DN et le U, on doit les connaître sur la surface active et que cette surface entoure l'objet. Donc, les perspectives de ce travail, en fait, c'est supprimer d'abord l'hypothèse que la cloque entoure l'objet. On est en train c'est en progrès, mais ça ne va plus utiliser des sources monopolaires et dipolaires sur la surface. On va généraliser ce type de méthode à des milieux plus compliqués que les milieux homogènes ou d'autres équations où en fait on connaît quand même assez bien la fonction de Green de façon efficace pour les formules de potentiel. Et c'est de trouver d'autres applications à des phénomènes diffusifs comme la diffusion de la lumière, chemical diffusion, parce que cette équation de la chaleur, elle est valable, en fait, c'est l'équation de la diffusion, elle est valable dans d'autres cadres, pour d'autres phénomènes physiques. Je vous remercie pour votre attention, et puis voilà, une autre expérience de clocking.